La première table ronde avait comme question qu'est-ce qu'un film recherche. Et là, on va plutôt s'intéresser aux salles. Deuxième table ronde, donc et à la fois sur la salle de cinéma et d'essayer de voir au fond, c'était peut-être un souhait, comment dire, ambitieux, c'était de savoir ce qui fait ce qui nous réunit en fait entre salles de cinéma ayant le label recherche et découverte. Ce qu'on constate souvent d'ailleurs, c'est que les salles qui ont le label recherche et découverte ont aussi des autres labels, patrimoine et jeune public. Parce que je pense que quand on s'interroge et s'intéresse au cinéma singulier, de recherche, forcément on se pose des questions sur la formation des regards, des publics. Et forcément, dans ce cadre-là, on s'interroge évidemment aussi sur la diffusion du patrimoine et du jeune public. Ça me semble évident. Et souvent, d'ailleurs, les adhérents du GNCR ont les trois labels. Bon, petite parenthèse. Et du coup, on voulait aussi aborder cette thématique de la salle de cinéma au regard je ne sais pas dire, peut-être se comparant, ou en tout cas oui, en miroir avec la critique, en miroir. C'est un beau mot. Merci Quentin. Voilà, donc c'est cette idée de travailler, de creuser la question de la critique et de la salle de cinéma. Alors pour ce faire, il y a Clément Dussard, donc distributeur chez Norté, qui dans ses jeunes années a fait un mémoire à la FEMIS sur la diffusion des films recherche. Et je trouvais très pertinent en fait de commencer à te donner la parole pour évoquer justement ce travail que tu as fait et cette mise en perspective historique. Parce qu'en fait, quand on s'interroge sur le cinéma de recherche, en fait, il existe dès le début, puisque dès que le cinéma commence à se mettre en place, il y a de l'expérimentation. Et très vite, on voit aussi des formes d'art se dessiner, se former, des courants. Et très vite aussi, la question du cinéma de recherche et de la place de la critique se construit en parallèle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, tout le monde m'entend. Effectivement, comme tu le disais, dès le début, il y a une expérimentation, en tout cas une tentative cinématographique qui va se faire à la marge de ce qui est proposé de manière plus globale, mais surtout et avant tout, en même temps que cette expérimentation, il y a une volonté de la défendre. Et en fait, c'est de là que émerge, et c'est là où on rejoint aussi la question de la critique et la question de la salle, c'est que la question de la volonté de défendre ces œuvres-là, elle vient d'exploitants parisiens et de critiques. Déjà dans les années 50, et ensuite, pardon, même avant. Et ensuite, de là s'insère une espèce d'intérêt de plus en plus croissant pour ces films-là, pour ces formes-là, et une volonté ensuite politique, mais aussi d'en faire une économie, de défendre ces œuvres. Et c'est là que l'intervention de l'État s'opère, et que de là se crée un désir de créer des salles pour défendre ces films, et ensuite on rentre dans une espèce de logique qui est qu'il faut alimenter ces salles qui s'ouvrent de plus en plus, et avec une envie d'y montrer des œuvres. Donc, oui, donc à l'initiative, d'abord, ce sont bien donc des exploitants qui décident de vouloir montrer d'autres œuvres que celles qui sont censées être celles du marché, et ont besoin donc aussi de critiques qui viennent dire aussi au public attention, là c'est du cinéma important, il faut aller le voir, etc. Donc c'est cette association dès le départ qui constitue en fait les premières salles de cinéma qui ont montré on va dire la recherche. Oui, Oui. en fait, sur le travail que j'ai rendu il y a 4 ans maintenant, en fait, je me basais beaucoup sur les cultural studies, et notamment sur un livre d'Howard Baker qui s'appelle Les mondes de l'art, qui
qui essayait de mettre en lumière, mettre en avant le tissu qui permettait à une œuvre, quelle qu'elle soit, d'émerger et donc de mettre en avant toutes les associations et les interactions entre les différentes structures et statuts pour qu'une œuvre arrive, à part sa notoriété, à devenir économique. Et voilà. Et dans ce truc-là, il définit justement le fait que pour qu'une œuvre existe, il faut qu'elle soit appréciée et que la critique, dans ces conditions, et le critique ou la critique, euh, travaillait en commun avec le marchand d'art ou l'exploitant de cinéma en ce qui nous concerne pour faire valoir cette œuvre aux yeux du public qui ensuite l'apprécie ou non et de là se crée cette envie. Et donc c'est pour ça que la question d'art et d'essai d'abord, puis de recherche ensuite sur les années qu'on suivit, émane de cette association d'abord artistique, mais ensuite économique, entre la salle de cinéma et la critique. Évidemment, les distributeurs aussi. Il y a aussi une chose sur laquelle tu insistes et qui, à mon avis, est toujours très pertinente et toujours d'actualité. C'est à la fois de dire qu'au fond, dans ce secteur-là de la recherche, à la fois les œuvres, on va essayer de leur donner une valeur de prestige, et à la fois, il y a toujours la question économique et le fonctionnement du marché, être dans le marché qui se pose. Et à chaque fois, ces deux aspects-là peuvent se contredire et à la fois se frictionner au fond et faire en sorte qu'au fond, aujourd'hui, on se retrouve aussi toujours dans ces questions-là quand il s'agit de soutenir un film, ou pour nous en tout cas, association de salles. On a toujours ces questions-là de prestige et à la fois de rapport économique à la salle. Oui, c'est-à-dire qu'on met en avant, enfin, l'œuvre d'art et le cinéma a fortiori du fait de sa production industrielle, parce que indépendamment de la question, de cette espèce de phrase qu'on entend beaucoup dans les débats de André Malraux qui dit c'est un art mais aussi une industrie, c'est effectivement dans les faits quelque chose qui est obligé de se produire massivement. C'est-à-dire que ça coûte très cher parce qu'il faut employer beaucoup de gens et donc il y a évidemment ce capital qu'on dirait économique et qui demande, du fait de son prix et de sa demande à être reproductible pour être rentable, c'est-à-dire que la diffuser massivement du fait qu'elle coûte cher pour pouvoir récupérer cet argent-là. Et l'autre aspect, c'est le capital symbolique de cette œuvre qui porterait plus sur évidemment l'appréciation qu'on en fait, parce que je disais juste avant, de la critique et de la symbolique qui du coup à mon avis se déroule sur un temps plus long d'appréciation d'une œuvre et qui parfois effectivement est dichotomique avec la question économique et le capital économique d'une œuvre, parce que, et on le voit de plus en plus, c'est une tendance mais voilà, que tout le monde constate mais qui n'est pas neuve, de dire que la rentabilité est de plus en plus courte. Enfin, on demande à une œuvre d'être rentable de plus en plus rapidement, et ce qui est assez incompatible avec la question symbolique de ce travail-là et de cette œuvre qui demande à être appréciée sur un temps vraiment plus long, quoi. Il y a aussi la tradition des ciné-clubs, enfin, on en reparlera peut-être un petit peu avec Josué, mais il y a eu un prolongement par les critiques dans les salles de cinéma via les ciné-clubs. Ça a été quelque chose qui a beaucoup nourri, et je crois qu'on est tous les enfants un peu dans les salles de cinéma, les enfants de ces ciné-clubs. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu as pu étudier sur cette relation entre les critiques? On sait notamment, dans les années 50-60, il y avait tout un tas de ciné-clubs où tout le monde s'affrontait entre revues. Enfin, il y avait quelque chose de... Vrai, c'est pas, en fait, c'est pas sur le ciné-club sur lequel je me suis appuyé le plus. Par contre, ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'effectivement, il y a un espèce de glissement et ça correspond un peu aussi à un début de scission, de tension entre
les acteurs historiques de l'art et essai, de l'AFCAE et les divergences d'opinion qu'il y a pu y avoir, c'est que les ciné-clubs et comment dire, l'association forte entre la question critique et la question de la salle marchait beaucoup dans une question, si j'ai bien compris, et en repassant un peu les textes que j'ai pu voir passer. En gros, l'AFCAE et le début, c'est créé et nourri avec l'idée d'une salle unique dans laquelle il y avait tous les films étaient projetés, tout ça, et qu'au moment de l'arrivée des complexes, il y a eu une scission dans le fait de avant, pour l'arrêt, pardonnez-moi, je me perds un petit peu, mais avant la réforme, l'arrêt essai donnait une voix pour qualifier un film à un exploitant, et dans les années 70, il a été question de faire passer ça au nombre de salles. En fait, l'AFCAE, avant, quand tu votais en fonction du fait que tu es un établissement. Et après, c'était en fonction du nombre d'écrans. Et donc, du coup, quand moi, j'avais 10 écrans, j'avais 10 voix. Et toi, tu avais un mono-écran, tu avais une voix. Et du coup, à l'AFCAE, ça a donné le plus de pouvoir à ceux qui avaient plus d'écrans, donc qui étaient plus représentatifs du marché. Voilà, c'est ça. Hein? Alors, après, ça, c'était au début, ça, c'était autre chose, c'est le classement des salles. Le classement des salles, avant, se faisait par écran. Voilà. Et pouvait avoir dans un même établissement des salles recherche et d'autres arrêts essais ou d'autres qui ne l'étaient pas. Et d'ailleurs, c'était tout le temps un calcul incroyable de mettre toutes les séances arrêts essais dans une salle pour avoir le label recherche, ce qui fait qu'il y avait des aberrations administratives, on va dire ça comme ça. Cette scission s'est faite aussi avec les ciné-clubs, parce que les ciné-clubs se présentaient dans les salles mono-écran et dans les salles arrêt essai, et que je crois la scission a eu lieu à ce moment-là où les complexes sont arrivés et qu'on a voulu élargir le champ de l'arrêt essai vers les films les plus porteurs, les plus rentables, ouais. Et qu'en fait la critique et le ciné-club s'est plutôt rangé du côté de l'autre versant qui voulait mettre en avant beaucoup plus la forme que le commerce. Que le commerce, oui, voilà. Je voulais le dire autrement, mais c'était un peu ça. Les salles sont traversées par des questions économiques. Et donc, il y a toujours, et on va en parler maintenant avec Josué aussi pour la critique, c'est-à-dire que la question se pose, on a beaucoup évoqué hier la perte des entrées, enfin toutes les questions. Pardon, je présente juste Josué, qui est donc rédacteur en chef de la revue Criticat, qui est une revue sur Internet et qui écrit par ailleurs au Cahier du cinéma des critiques, mais aussi notamment un papier vraiment intéressant en décembre qui reprend un petit peu tous les enjeux de la crise actuelle qu'on connaît, mais je trouvais que c'était vraiment bien cerné. Tu m'as dit que tu suivais pour les cahiers aussi les états généraux, donc voilà, tu vas poursuivre un petit peu sur ces questions-là. Et il a surtout aussi, à Criticat, fait donc des perspectives critiques, donc interroger un certain nombre de critiques aujourd'hui sur la question comment va la critique donc aujourd'hui. Et je pense que c'est pour cette double casquette qu'on t'a proposé de venir. Bien sûr. Parce qu'évidemment, c'est ce que tu disais, Clément, enfin, il y a une histoire très nouée entre les salles et la critique. Il y a un geste, alors qu'on pourrait, mais qui est assez commun quand même entre programmer une salle et animer une revue. Est-ce que justement, on évoque la perte des spectateurs, les difficultés pour les salles, on parle aussi de la perte des lecteurs. Est-ce que c'est quelque chose qui a animé ton envie effectivement de mener ces longs entretiens avec beaucoup de critiques pour interroger la critique, où elle en était aujourd'hui, essayer de repenser avec un certain nombre de critiques. Ils sont accessibles sur Criticat, hein, tous ces entretiens. Donc je me demande déjà d'où tu es parti. Est-ce que c'était aussi interroger le rapport à la cinéphilie pour te glisser une petite... Bonjour pour commencer et merci pour cette invitation. Et en même temps, je vous remercie à moitié parce qu'en fait, ça prolonge un temps d'introspection qui commence un peu à devenir long de mon côté, puisque tout ça n'est pas du tout planifié. J'avais envie, dès
il y a à peu près début de l'année, de parler de la critique, en tout cas d'organiser une forme de discussion collective autour de la critique, ce qui n'avait pas été fait depuis un moment. Je pensais un peu à l'initiative qu'avait eu Sidi Sako en 2010-2012 à peu près, où il avait interrogé plein de critiques, notamment sur Internet, dans une perspective vraiment de faire un panorama très exhaustif de ce qui s'écrivait à l'époque, ce qui n'était pas du tout mon horizon. Moi, je souhaitais plutôt avoir des conversations assez longues avec un nombre réduit de personnes, en l'occurrence 10. Et en même temps que j'ai commencé donc à faire cette série d'entretiens en compagnie de Mao Tebo, il y a eu l'appel aux États généraux. Il se trouve un peu que par un concours de circonstances, je les ai couverts pour les cahiers. Et puis il y a eu cette commande en décembre d'un espèce de texte synthétique sur, en gros, l'ensemble des crises, pour dire au sens large, que traverserait le cinéma français. Et bien, c'est intéressant parce que justement ces trois travaux parallèles se sont un peu nourris, puisque dans le texte que j'ai écrit justement en décembre, j'avais un peu pour mission de résumer les différentes crises, et un peu cette idée que le cinéma traverserait une forme de multicrise ou de polycrise, on peut appeler ça comme on veut, à la fois évidemment une crise du public, une crise institutionnelle, et il me semble en fait que ces crises ont un peu leur nature propre, mais en même temps s'interpénètrent, dialoguent, et c'est un peu la même chose dans la critique, j'ai l'impression, puisqu'il y aurait à la fois une crise de la presse papier, il y aurait aussi une crise plus spécifique de la presse culturelle, qui va peut-être encore moins bien, puisque pour vous donner un ordre d'idée, en moyenne, la presse culturelle perd en moyenne 6,5% de ses lecteurs par an, donc c'est vraiment un panier percé. Et puis peut-être au sens large, et c'est peut-être la question qu'on va évoquer aujourd'hui, une crise de la critique elle-même, dans tous ces modèles qui seraient compris indépendants. Et ce qui est intéressant, c'est que très vite, quand j'ai discuté donc, avec mon rédacteur en chef, Marco Suzal, de cet article, je lui ai dit, je pense que tous ces fils doivent converger vers un peu ce qui serait pour moi la mère des crises, si on peut dire ça comme ça, qui serait en une forme de crise de la cinéphilie, puisque moi j'ai l'impression, et en discutant avec des gens autour de moi de tout horizon, c'est un sentiment assez partagé, c'est que en fait, le cinéma va plutôt bien, il y a quand même toujours des films très intéressants, il y a toujours des cinéastes très intéressants, mais il y a peut-être quelque chose dans la manière dont ils arrivent à nous qui serait quelque part grippé. Et alors, peut-être revenir simplement sur ce mot de cinéphilie, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire pas simplement l'activité de voir 5, 6, 7 films par semaine, d'aller fréquemment en salle, même d'avoir des fétiches, hein, parce que la cinéphilie, ça se construit beaucoup autour de ça, mais plutôt que la cinéphilie, ce serait une forme d'émulation collective. Et la manière dont les films ne sont pas que des films, et qu'ils occupent une place vraiment prépondérante dans notre existence. Et j'ai l'impression qu'en fait, les canaux qui permettent de ça, qui permettent de tomber dans la cinéphilie quelque part, parce qu'on ne naît pas cinéphile, on le devient parfois de manière assez impure, se sont un peu raréfiés. Et j'utilisais par exemple un exemple qui pourrait paraître très trivial dans mon article, mais c'est la manière dont le Festival de Cannes est découvert. Et qu'il y a 10 ou 15 ans, il y avait par exemple quelque chose comme le Grand Journal qui faisait que des lycéens, enfin moi je me souviens, j'étais au lycée, et je voyais en prime time sur Canal+, parfois, un critique de cinéma parler même 1 minute, hein, c'était juste 1 minute, mais d'un film d'Abbas Kiarostami, et ça me donnait envie d'aller voir Copie Conforme. Enfin voilà, je pense que cette idée que les moyens d'accéder à la cinéphilie, les moyens d'accéder à un discours aussi sur le cinéma, puisque là c'est un peu notre horizon commun, c'est-à-dire comment on parle du cinéma, comment on fait vivre aussi les films au-delà du monde de la projection, c'est de plus en plus compliqué. Et que la manière dont la parole critique peut s'insinuer dans le débat public est de plus en plus réduite. L'un des éléments aussi qui m'a donné envie de faire cette série sur la critique, c'est ce qui se passe à France Culture, hein, le fait qu'il y ait une espèce de guerre larvée contre la critique, c'est-à-dire qu'on considère que dans le moment qu'on vit tous, le rôle de la critique est compliqué. Il faudrait d'ailleurs le terme est venu, il faudrait accompagner ou il faudrait défendre les films. Et ce que je trouve intéressant, justement, pour revenir sur cette question un peu du hasard, c'est que j'ai l'impression que, à la fois au niveau des états généraux, à la fois au niveau de la critique, on se pose un peu les mêmes questions au même moment, c'est-à-dire d'abord des questions de sémantique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le cinéma d'auteur, le cinéma d'art et d'essai, même le cinéma de recherche. Je sais que vous en avez parlé hier. Moi, j'ai assisté à la réunion des états généraux vendredi dernier. C'est intéressant parce que spontanément, la question a été mise sur la table. C'est peut-être avant tout, il faudrait s'interroger sur les mots qu'on emploie, le sens qu'on leur donne, et que même si on a des rôles et des activités assez différentes, en tout cas on se rejoint sur cet horizon-là, c'est-à-dire que c'est un moment d'introspection, de réflexion sur la nature même de notre travail. Et donc moi, ce dont j'aurais envie de parler dans le temps imparti là aujourd'hui, peut-être ce serait la question du désir, c'est-à-dire comment on permet justement une circulation du désir autour des films, c'est-à-dire, et là je pense que la critique, c'est un peu sa vocation première, c'est de participer à cette circulation en nouant un dialogue, un texte par exemple, c'est une invitation au spectateur à nouer un dialogue avec lui-même, avec le texte, avec le film. Et que peut-être sur cette question-là, il y a évidemment un dialogue qui peut être fait entre les salles de recherche, les salles au sens large et la critique, et ce dialogue je le souhaite, et même il peut prendre des formes, on pourra peut-être en parler, hein, mais de quelle initiative on met en place, quelle forme de débat, quelle forme de discussion.
Et en même temps, j'ai l'impression, et je le dis vraiment sans aucune animosité, qu'il ne faut pas non plus que les salles et la critique deviennent alliés. Parce que justement, cette circulation du désir, elle passe aussi par un débat et un refus d'une forme d'uniformisation. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui me frappe aujourd'hui, c'est à quel point la critique se meurt d'une forme d'unanimisme sur les films. Et je me mets vraiment à la place d'un spectateur qui irait sur, je pense que ça existe quasiment plus, hein, mais à la place d'un spectateur qui irait sur Allociné et qui essayerait de se référer à la revue de presse qui est publiée chaque semaine pour se dire qu'est-ce que je vais voir. Et si j'étais spectateur, je serais bien en peine parce que tous les films sont défendus et sont défendus de la même manière. Et le problème, c'est que quand on défend tous les films, on n'en défend plus aucun. Il n'y a plus aucun film qui ressort. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Et je pense que, et même y compris, je le dis pour la critique, hein, par exemple, je pense que dans le milieu de la critique, mais aussi dans notre milieu de manière générale, il y aurait par exemple une figure qui serait devenue un peu consensuelle, et d'ailleurs on pourrait l'interroger, parce que c'est pas forcément évident à la base, mais c'est quelqu'un comme Serge Danet. Et on oublie en fait que Serge Danet, c'était avant tout un critique de déconstruction, et que tous les textes qu'on retient spontanément de Serge Danet sont des textes à charge, et que même spontanément, si on doit un peu lister comme ça, même de manière canonique, tous les textes critiques qui sont un peu les plus connus, ce sont des textes négatifs. Et en fait, la négativité, enfin appelons ça comme ça, c'est une énergie très forte de désir, que le dégoût, la détestation même, qui sont des termes forts, ça nourrit en fait le désir des films, ça nourrit le désir de ferrailler. Et je pense que là, en ce moment, avec ce climat d'unanimisme, on s'interdit aussi de débattre des films, et on s'interdit de faire circuler ce désir, et qu'en fait, de défendre les films, c'est pas forcément leur rendre service. Donc je me demande si peut-être le meilleur service que la critique pourrait vous rendre, au sens large, ça serait d'arrêter de défendre tous les films. Il y a quelque chose d'ailleurs d'une évolution peut-être de la critique, c'est précisément ce que tu dis, c'est que de plus en plus de journaux, on demande des critiques positives, d'éviter d'être négatif, c'est moins vendeur, c'est moins... Alors dans les faits, il y a aussi quelque chose qui n'est pas dit et qui est très pernicieux, c'est qu'en fait, il y a aussi une forme d'impératif économique, c'est-à-dire que dans la presse culturelle, il y a peu d'espace, on privilégie les films qu'on défend, donc de facto, si vous voulez vivre de la critique un tant soit peu en tant que pigiste, notamment dans la presse... je ne vais pas citer de titre, hein, mais je pense par exemple c'est le cas au Monde où notamment il y a assez peu de place pour la presse négative. De facto, il faut défendre des films si on veut vivre. Et c'est une équation qui est très pernicieuse parce que voilà, si on veut écrire, il faut défendre un certain nombre de films par semaine, sinon on ne peut pas remplir son frigo quelque part. Donc ça produit quand même cette espèce de logique où tous les films en fin de compte finissent par être défendus d'une certaine manière. Mais je pense que c'est même plus loin que ça, c'est même à notre échelle. En tant que distributeur, moi je sais comment on essaie de faire fonctionner l'idée d'une promotion d'un film. Il se trouve que je travaille dans un distributeur qui n'a pas énormément d'argent et que du coup, notre seul moyen de promotion aujourd'hui, c'est la critique, c'est le texte critique. Ce qui est bizarre, parce que c'est censé être un outil effectivement de débat, de discussion, de choses comme ça, mais sauf qu'en fait, d'une certaine façon, on a besoin d'avoir des critiques positives, ou négatives peut-être, pour essayer de faire que les gens vont aller en salle. C'est-à-dire qu'on demande aussi à des revues de presse spécialisées ou pas d'ailleurs, mais des partenariats pour pouvoir avoir plus d'espace dans ces endroits-là. Et en fait, aujourd'hui, dans les films qu'on sort, c'est vraiment le moyen d'exposition principal. Et du coup, nous, ce qu'on fait aussi, et je te rejoins complètement et je suis entièrement d'accord avec toi sur l'idée de l'utilisation critique et du fait qu'en fait ça dessert les films. Mais dans mon quotidien de personnes qui essayent de faire défendre un film, je demande à mon attaché de presse de trouver le plus de gens possible qui vont aimer le film pour le mettre en avant. Et c'est-à-dire qu'il y a même un truc un peu pernicieux où si quelqu'un d'une rédaction X n'aime pas le film, on va se débrouiller pour trouver quelqu'un d'autre dans la rédaction qui trouve le film bon pour pouvoir le faire écrire dessus. Il faut peut-être préciser quelque chose qui est important aussi, c'est que malheureusement, à part quelques revues, heureusement là pour le coup, généralement le texte qui sort pour défendre un film ou pour couvrir un film n'est pas généralement le texte qui représente forcément la vie générale de la rédaction. Il y a quand même cette politique dans beaucoup de revues et de magazines que c'est celui qui aime le plus qui le défend, notamment quand il y a la perspective de nouer un partenariat, ce qui produit un effet comme ça de mirage, c'est-à-dire qu'il y a des films qui ne bénéficient d'aucune critique négative dans le champ critique, alors qu'en fait ils font débat. Enfin moi je peux citer des films. Je peux citer des films, par exemple, moi je trouve pas ça normal qu'il n'y ait aucune critique négative de La Nuit du 12. Quand j'en discute avec des gens, en fait, il y a plein de gens qui sont nuancés. Je trouve pas ça normal qu'il n'y ait aucune critique négative du dernier film de James Gray, alors qu'en fait, quand j'en débat avec les gens, il y a plein de gens qui sont mitigés. Je dis pas forcément qu'il faudrait mettre les films la tête sous l'eau, mais ce serait bien quand même que le débat critique représente un petit peu la réalité des débats, y compris au sein des spectateurs. Moi, j'ai l'impression, encore une fois, le baromètre Allociné qui vaut ce qu'il vaut, j'ai l'impression quelque part que les notes spectateurs sont plus représentatives de la réalité que les notes critiques. Et ça pose quand même problème. Ça vide la légitimité de notre travail.
Et il faudrait simplement qu'il y ait un peu plus de diversité dans les avis critiques qui circulent. Et je pense qu'en fin de compte, sur le long terme, ça rend service sur le renouvellement simplement de la cinéphilie parce que ça contribue à ce désir-là. Et sur le long terme, ça sert aussi les films parce qu'il faut des mauvaises critiques pour que les bonnes critiques ressortent. Moi, je trouve que les attachés de presse sont dans une espèce de course vraiment en avant qui est mortifère. Parce que si tous les films sont défendus de la même manière, plus rien ne ressort. Et je pense que insidieusement, le distributeur lui demande ça, et c'est pas une bonne chose, hein, je suis d'accord. C'est peut-être bon sur le court terme, où on a l'impression que c'est bon, mais je pense que sur le long terme, c'est très mauvais. Ouais. Sur des questions aussi un peu et de travail, nous-mêmes, du côté des salles, on parle d'accompagner, de soutenir, d'aider. Enfin, on n'est que dans des mots qui sont les pauvres petites choses, comme si on n'est jamais de puissance, mais du côté toujours de quelque chose d'un peu réactif. Laura Thuillier, qui est critique à Libé, dans l'entretien, à un moment donné, explique aussi qu'à Libération, elle essaye, quand elle voit des petits films, entre guillemets, de ne pas les assassiner, parce qu'ils sont déjà modestes économiquement, et c'est bien que c'est des films. Mais du coup, ça interroge sa fonction de critique, qui est, et toi, tu as un point de vue un peu plus radical, qui est de dire, oui, mais si on n'est pas critique, y compris à l'égard de petits films ou... On perd un petit peu. Enfin, c'est là où c'est ce que tu dis, c'est que du coup tout se mélange un peu, tout se vaut. Et d'ailleurs, je ferai encore un lien un petit peu avec ce qu'on disait ou ce qu'on n'a pas vraiment dit hier, c'est que il y a un nombre de films classés à essai qui aujourd'hui fait que c'est une notion qui va absolument, enfin qui a été très dévaluée, qui est aujourd'hui tous les 80%, je sais plus, des films français. C'est pas 80% des films français, je crois. Enfin bon, bref, mais oui, en fait, on rejoint un peu la même question. Je crois que c'était Clément Schneider qui en parlait à la première journée d'appel aux États généraux. C'est cette idée de l'indifférenciation et qu'en fait, il faudrait repenser ces catégories, ces labels et qu'en fond, la question se pose aussi pour la critique. Alors, pour revenir sur ce que disait Laura Thuillier, moi, je comprends cette question et je comprends tout à fait que des distributeurs, des exploitants, etc., soient dans cette logique d'accompagner des voix qui ne soient pas encore complètement affirmées parce qu'il y a aussi cette idée qu'il faudrait peut-être battre en brèche, hein, c'est qu'on devient cinéaste, qu'un cinéaste, ça peut prendre 10, 15, 20 ans avant de mûrir, que c'est aussi quelque chose qui se construit sur le long terme, et tout le monde n'est pas Orson Welles, quoi. Enfin, tout le monde ne fait pas tout de suite un film qui marque les esprits. On peut devenir cinéaste. Ensuite, moi, je ne suis pas sûr que là, on leur rende vraiment service, puisque la critique aussi peut avoir ce rôle-là. Hein. Jean Touché en parlait dans L'Art d'aimer, je crois que c'est Nicolas Pariser aussi qui en parle beaucoup. Cette idée en fait, qu'on a besoin de critiques négatives. Les cinéastes aussi ont besoin quelque part de critiques négatives. Éventuellement, tous les films ne sont pas réussis, quoi. Un film aussi peut être l'occasion de se remettre en question. Et on le sait, hein, il y a des critiques qui parlent parfois de l'accueil négatif ou moins enthousiaste d'un film comme un moteur de réflexion ou que sais-je. Et donc sur le court terme, là encore, on leur rend service parce qu'on les pousse, mais est-ce que sur le long terme, c'est une bonne chose ? Est-ce que moi, je ne pense pas que la critique fabrique des cinéastes. Il faut quand même tempérer notre pouvoir, nos aspirations, nos ambitions. Mais si on peut avoir un rôle, en tout cas, en la matière, je ne suis pas sûr que c'est en les défendant et leur disant c'est merveilleux, continue dans cette voie-là, et qu'il faudrait s'autoriser, oui, à être un peu plus nuancé, y compris sur les... Moi, j'aime pas cette idée de façon de défendre les premiers films plus que les autres. Pourquoi ? Enfin, je pense au contraire, c'est quelque part peut-être les films qui auraient le plus besoin de la critique et qui auraient peut-être presque besoin, sans être méchant, qu'on leur rentre un peu dedans, quoi, quand ils ne sont pas réussis, pour que justement les deuxièmes, troisièmes, etc. soient peut-être plus aboutis. Et que moi, je trouve c'est un peu complaisant en fait comme idée de devoir défendre les premiers films comme si c'était des petits êtres fragiles qu'il fallait tenir par la main. Peut-être, je comprends tout à fait qu'on soit dans cette position-là, mais moi personnellement, en tant que critique, je pense que c'est pas du tout le rôle qu'on doit jouer. Je crois par exemple, c'est Jérôme Silovitch aussi dans un des dialogues que tu as fait qui parle d'une dérive du critique qui devient moins un critique qu'un animateur. Je crois qu'il utilise ce mot, un animateur social, enfin social et culturel. Enfin, il faut essayer une espèce de bienveillance. Il a une forme. Enfin, on a pas mal discuté. Je sais que Séverine, tu en reparleras un petit peu tout à l'heure, que lui est assez critique sur la critique, sur l'état de la critique. Par contre, très heureux de mener des ateliers. Tiens, mais est-ce qu'on change ? Est-ce qu'on n'en profite pas pour... on pourra revenir. Alors, je précise aussi les règles, pardon. Évidemment, il y aura tout un tas de questions qui vont venir de vous. On démarre comme hier avec comme ça une sorte de petit dialogue où chacun va s'exprimer et après on fait un échange d'une demi-heure à peu près avec vous tous. Donc Séverine Rocabois, directrice du cinéma L'Étoile à Saint-Gratien, mène un atelier critique avec 2 critiques. Absolument. Bonjour à tous. Non, mais alors pour le coup, moi, ça m'intéresse d'entendre parler de Serge Danet parce que j'ai l'impression que moi, ma cinéphilie a atteint son âge adulte quand j'ai découvert Itinéraire d'un cinéphile.
Donc c'était il y a presque une trentaine d'années. Et c'est vrai que depuis, moi, la critique m'accompagne dans l'exercice de mon métier. Hier, on se posait la question, qu'est-ce qu'un film recherche? On se la posera encore dans 20 ans, je pense. Mais en tout cas, je pense qu'à la fois le rôle de la critique et le rôle des salles, c'est vraiment de former au goût. Et on se souvient tous, quand on était petit, la première fois qu'on a goûté, je sais pas, du jus de citron, ça piquait, berk. Si personne nous avait dit, mais si c'est bon, tu vas voir, bah voilà, je pense que les citronniers auraient disparu. Enfin, en tout cas, il y a vraiment une dimension d'éducation au goût qui passe vraiment par les sensations. Voilà, ceci posé, moi, depuis très très longtemps, je suis très très attentive à voilà, à la critique. Je sais que j'ai mes chouchous, j'en ai que je déteste absolument. Et ceux que j'aime bien, paradoxalement, sont ceux qui, effectivement, se posent plus la question du renouvellement de leur métier. Ça peut être Jérôme Momcilovic, ça peut être François Bégodeau. Et donc, depuis quelques années, on mène au Cinéma L'Étoile un atelier d'écriture critique. Pourquoi? Parce que la critique de cinéma, je pense que contrairement à la critique d'art, ça permet de parler. On peut parler de cinéma absolument avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une expertise. Il suffit effectivement de se faire confiance, d'être effectivement accompagné par quelqu'un. Et c'est vrai que Jérôme Momcilovic, en la matière, il est absolument merveilleux parce qu'il a une expérience de l'enseignement par ailleurs. Je pense que la double casquette critique-enseignant, elle est assez légion dans la profession. Et c'est vrai que quand Jérôme présente le projet aux élèves du lycée de Taverny où il est en résidence, il a souvent des mots assez forts. Déjà, il leur dit, voilà, vous êtes tous des voyeurs. Voilà, vous regardez tous dans le noir. Et ce qui est très, très gênant, en fait, c'est que là, vous allez être voyeurs avec vos camarades et en plus avec vos profs. Donc, il les met dans cette situation un peu étrange. Mais c'est une situation étrange qui est étrange pour les gens depuis quelques années, c'est-à-dire de sortir de chez soi et de se retrouver... donc, quelque part, cette adresse qu'il envoie aux élèves, c'est aussi une adresse à nous, c'est-à-dire de retrouver l'étrangeté du partage. Et ce qui est super, c'est qu'effectivement, il leur dit très très vite qu'il n'y a pas besoin de connaître les cinéastes. D'ailleurs, on fait un sondage dans la salle sur 2 classes, il va y avoir 3 élèves qui savent qui est Hitchcock. Donc je pense qu'il y a aussi un besoin de revenir à la base, très très fort, justement, parce que cette espèce de fantasme de dire oui, les gamins ils sont sur Netflix, une fois qu'ils auront vu Casa de Papel et Game of Thrones, ils iront voir les films de Truffaut. C'est faux. C'est faux. La dimension d'accompagnement des spectateurs, elle est essentielle. Et elle est essentielle aussi quand on est un exploitant qui travaille dans le domaine de la recherche. C'est-à-dire que cette question du goût, d'être confronté à des goûts singuliers, on se la pose tous les jours. Et cette confrontation aux formes singulières participe de notre formation et aussi de la formation des spectateurs. Il y a un flux continu. En fait, si nous, on ne fait pas ce travail-là, les spectateurs continueront pas à le faire. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et voilà, pour moi, le travail de formation, oui, c'est marrant quand on a tous fait cette expérience de recevoir des élèves et de leur dire on va vous projeter un film que vous ne sauriez pas aller voir par vous-même. Enfin, cette espèce de dimension très, très descendante, mais je pense que cette adresse, elle doit s'adresser à tout le monde et pas seulement au jeune public. Tout à l'heure, tu disais, Jérôme, que la plupart des salles recherche ont les 3 labels. Effectivement, les 3 dimensions sont étroitement liées. Le rapport au cinéma de patrimoine, c'est-à-dire que moi, je lutterai jusqu'à mon dernier souffle pour qu'un maximum d'élèves puissent voir un jour La prière du désert de John Ford. Enfin voilà, en tout cas, c'est quelque chose de très très stimulant de voir quelqu'un comme Jérôme Momcilovic accompagner les élèves dans une expérience qui est très très émancipatrice, que c'est même pas tant acquérir une expertise, c'est presque une maïeutique, c'est-à-dire qu'est-ce que être au plus près de ces émotions
et d'arriver à comprendre ce que les films produisent sur moi. Et c'est vrai qu'à la fin de l'année, on voit effectivement, c'est vrai que les enseignants sont super contents parce qu'il y a une évolution dans la qualité des productions qui est assez fulgurante. Et je sais que les élèves, c'est un moment qu'ils n'aiment pas trop. Voir les films, en discuter après à bâton rompu, c'est super. Mais se mettre au travail, il y a ce moment très très douloureux de se sortir un petit peu les tripes. Et quand à la fin de l'année, ils ont la revue papier qui compile leur production, je pense qu'il y a vraiment une fierté. Et je pense là, la compréhension que ce travail qui fait un peu mal, qui pique un petit peu, ça a été l'une des plus belles expériences de leur vie. Enfin, à la fin de l'année, Jérôme Momcilovic, c'est leur père spirituel, c'est papa, quoi. Voilà. Donc, voilà, c'était un témoignage. Josué, tu voulais réagir? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. Alors, je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites. Et en même temps, j'apporterai un léger bémol, parce que j'ai beaucoup entendu ça aux États généraux, et je trouve que ça pose question. C'est l'idée que pour former les cinéphiles demain, parce que c'est quand même un peu l'éléphant dans la pièce, hein, c'est la grande question, il faudrait passer par l'éducation. Et j'ai quand même, j'en discutais avec Marco Zidal en disant, mais est-ce que... Enfin, je pose la question, pardon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici devenu cinéphile à l'école? Enfin, quand même, historiquement, la cinéphilie, c'est de la contrebande. Oui. Et quand même, il y a un moment où... Quand est-ce qu'on devient cinéphile? Alors, soit on devient cinéphile à l'enfance, il y a quand même quelque chose historiquement qui est lié à ça, mais il y a aussi un moment où on est adolescent et on va voir des films par soi-même, et généralement, c'est un à côté ou c'est une rupture aussi d'un travail plus institutionnel qu'on peut faire voilà, dans le cadre de ses études. Et que, en fait... c'est désirable aussi parce que c'est quelque part un peu... Enfin, on parle de Truffaut, les 400 coups, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'école buissonnière pour aller au cinéma. Il va pas découvrir des films. Il va pas découvrir des films avec son école. Il fait l'école buissonnière. Je pense qu'il faut revenir quand même à ça, c'est-à-dire susciter le désir. Et moi, je trouve que sur cette question-là, notamment, il y a un discours un peu mortifère, notamment. Moi, j'en parlais la phrase de Nicole Garcia sur France Inter en disant voilà, la salle, c'est le cinéma, si vous voyez des DVD, vous ne voyez pas les films, etc., qui est en fait un discours qui est absolument pas désirable. Voilà. Et qui est un discours qui est complètement... Ouais. Je suis... Ouais. Ah, moi, je ne trouve pas du tout qu'on l'ait abandonné. Moi, c'est systématique. Quand j'assiste à ces réunions, c'est le cinéma, c'est la salle. Pardon, mais moi, je pense que c'est vraiment dire ça, c'est une méconnaissance complète de comment la cinéphilie se construit aujourd'hui. C'est beaucoup plus hybride. Le paradoxe... C'est presque la finalité, quoi. Le paradoxe actuellement, c'est que je pense que du temps de Truffaut, il fallait chercher. En fait, il y avait les films n'étaient pas visibles. Là, maintenant, on est dans une période où tout est accessible tout le temps, absolument tout le temps. Enfin, et je suis d'accord avec toi. Mais après, il se trouve que nous, on exerce notre métier dans ce cadre-là, et que la rencontre, en fait, c'est ça. Enfin, c'est aussi la question de la rencontre, c'est être en contact avec les œuvres, et que maintenant, peut-être que la salle de cinéma, c'est ça, c'est la vraie rencontre, c'est-à-dire avec quelqu'un qui... Bon, enfin voilà, c'est aussi socialement, enfin tu vois, je pense que un gamin éduqué, il va avoir le réflexe d'aller chercher, etc. Mais la majeure partie de la population n'a pas accès, paradoxalement, aux films les plus exigeants, parce que c'est noyé par quelque chose qui est lié à des flux de masse. Et donc, nous, voilà, l'idée, c'est de se glisser dans un interstice au-delà du... Mais je suis d'accord avec toi, je précise juste que nous, quand on fait un travail critique, on a aussi le plaisir d'accueillir Adrien Desnouettes qui vient nous parler de Jim Carrey. Et on a l'impression que c'est Jim Carrey qui parle de Jim Carrey. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi sur la contrebande. Le truc de la contrebande maintenant, c'est où est-ce qu'elle se situe, quoi. Pardon, j'avais juste une... Non, mais ça va être aussi un... D'abord, il faut veiller à ce que Victor Courgeon ne prenne pas la parole. Enfin, je pense que ça, c'est une mission qu'on doit avoir. Moi, je peux amener le micro à Victor directement, évidemment. Non, juste pour détourner cette question, c'était une blague. Hein. Ça a été pris comme ça, parce que je vois, tout le monde a l'air de... Non, Jérôme me parlait de ces... Autant, il prend de moins en moins de plaisir. D'ailleurs, il a presque arrêté la critique. Il dit vraiment... Il prend un énorme plaisir. Si je retourne sur la question du désir et du plaisir, par contre, être avec des étudiants de lycée, en l'occurrence, mais il mène d'autres ateliers critiques ailleurs, lui, il prend beaucoup de plaisir. Et c'est quelque chose, évidemment, qu'on a prioritairement, disons, à prendre en compte. Moi, c'était sur la découverte de la cinéphilie dans le cadre scolaire, et notamment les lycéens qui ne viendraient pas du tout par ailleurs. En dehors de la découverte des œuvres et de la découverte de la cinéphilie, il y a aussi la découverte de la salle, qui est le lien au lieu qui est important.
et qui, en effet, à partir du collège, du lycée, les habitants, habitantes viennent plus dans nos salles, parce qu'on est des salles ringardes, enfin, peut-être pas toutes, hein, mais moi, celles dans lesquelles j'ai travaillé. Et puis, on voit aussi ce plaisir à revenir et à découvrir d'autres œuvres, à revenir aussi dans le lieu quand ces lycéens, lycéennes sont devenus adultes. Donc, je pense que la cinéphilie, elle passe pas que par les œuvres, elle passe aussi par le rapport au lieu où ils ont été en étant au lycée, où ils sont venus voir des films chiants, mais ils reviennent après, ou pas. Hein. Ça m'est arrivé dans les différentes salles où j'ai travaillé, qu'il y ait des adultes qui viennent avec leurs enfants et qui me disent « Ah bah je reviens, je suis pas revenue depuis le lycée. » quoi. Voilà. Oui, et je prends la parole très très vite, même si Quentin ne voulait pas. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Victor Duméliès, pardon. Et juste, la cinéphilie se construit par la contrebande, mais on n'a pas vocation à créer ou à, je sais pas, éduquer 100% de spectateurs extrêmement cinéphiles. Enfin, l'objectif, je crois, des dispositifs d'éducation à l'image, c'est aussi de former des spectateurs et spectatrices occasionnels, des gens qui, effectivement, prennent l'habitude de venir en salle et reviendront peut-être une fois par an. Et je crois qu'il ne faut pas forcément avoir des objectifs trop hauts non plus. Enfin, je serais très content que parmi les groupes de travail, d'ateliers critiques ou de dispositifs scolaires, il y ait des gens qui ensuite deviennent des fous de cinéma. Mais simplement, s'ils peuvent avoir conscience que c'est une sortie culturelle parmi d'autres qui leur est accessible et légitime ou autorisée, c'est déjà un bel objectif. Et par rapport à Truffaut n'avait pas les dispositifs d'éducation à l'image. Peut-être que s'il y avait eu école et cinéma, c'est Stéphane qui me l'a soufflé, hein. S'il y avait eu école et cinéma, il n'aurait pas... Il serait devenu exploitant. Peut-être. On avait aussi donc demandé à 2 exploitants de venir parler de leur pratique en fait et de montrer aussi que la question du cinéma de recherche, ce n'est pas uniquement dans des grands centres-villes, dans des grandes salles de cinéma comme ici à Montreuil avec 6 écrans, que se pratique le cinéma de recherche et se pratique et se diffuse le cinéma de recherche. Mais ça peut aussi être le cas à Forcalquier. Donc Fabien va nous parler de son expérience, parce que Forcalquier, c'est quand même une commune de 5000 habitants. C'est un mono-écran, le Bourguet, c'est ça. Ouais. Et 30 000 entrées en moyenne à peu près, et les 3 labels. Et moi, je trouve ça formidable que du cinéma art et essai, mais aussi du cinéma de recherche, puisse être présenté, être là à l'égal de ce qui peut se faire dans des grands centres-villes. Moi, ça m'épate, et donc j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton expérience et comment toi tu perçois ce travail sur la recherche. Est-ce que c'est quelque chose qui est très important et qui te nourrit et que tu essayes de faire, et comment tu parles de ces films et comment tu les présentes, comment tu réussis, quoi. Eh ben merci, bonjour à tous. Ouais, alors je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, à savoir l'importance rattachée à cette notion de recherche que sont le travail qui est fait autour du patrimoine, du cinéma de patrimoine, et dans mon cas aussi, et pour beaucoup d'autres salles, par rapport au cinéma documentaire en général, puisqu'on passe en moyenne un film de patrimoine par semaine et un film documentaire par semaine, certains ne faisant pas l'objet de sorties en salle, pareil. On a aussi un festival qui s'appelle Numéro 0, qui a lieu maintenant début mai, qui est beaucoup axé sur le cinéma documentaire et sur la création sonore et radiophonique. Donc on s'efforce quand même, comme beaucoup ici, mais de diversifier beaucoup les propositions. Et chaque semaine, à raison d'1 à 2 séances spéciales, des films, particulièrement de patrimoine et des films documentaires, font l'objet de séances spéciales. On n'a qu'un écran, et ça c'est vraiment important de le dire. Je précise aussi que le cinéma est ouvert 7 jours sur 7 et qu'on est 2. Mon collègue étant un projectionniste qui fait 35 heures par semaine. Et il est évident, et je pense que ceux qui partagent des expériences de ce type le savent, c'est que l'investissement personnel, il est décisif. Et la relation de confiance qui existe entre le programmateur ou les programmateurs et le public, elle vient vraiment de cet investissement personnel, si bien que l'identité d'une programmation vient vraiment de cette relation et de la possibilité systématiquement, puisque j'assure 2 à 3 jours de projection par semaine aussi, d'avoir les retours immédiats des spectateurs et d'ajuster le plus subtilement possible la programmation des films, la grille horaire, les horaires en fonction des films et de la connaissance qu'on a du public, quoi. Moi, je considère vraiment qu'avoir un seul écran, c'est un luxe extraordinaire.
je refuserais toujours, en 2, ça serait pas mal. Mais au-delà, je trouve que la dimension critique que j'osais souligner, elle existe aussi en tant que programmateur, et elle existe d'autant plus quand on a un écran, puisqu'elle est implicite, il y a des choix forts, les choix sont drastiques. Je peux totalement argumenter et défendre le choix de passer tel film au détriment de tel autre, parce qu'en passer un, c'est forcément le faire au détriment d'un autre. Bien sûr. Pareil pour les séances spéciales. Refuser une séance spéciale autour d'un film, puisque je suis évidemment beaucoup sollicité à l'échelle locale et régionale pour diverses démarches d'associations, de festivals. En général, on trouve un accord, ça prend du temps, mais on trouve en général la possibilité de le faire, mais à condition que je trouve le film adéquat et qu'il y ait un terrain d'entente possible autour d'une proposition qui nous convient à toutes et à tous à un moment précis. Mais on arrive toujours à faire des séances spéciales. Mais du coup, la nécessité du choix, c'est effectivement dire non parfois à certains films. Et j'ai la possibilité aussi d'argumenter ces choix parce que j'anime une émission hebdomadaire où je présente la programmation de la semaine sur une radio régionale. Et par ailleurs, avec des séances spéciales, parfois des émissions spéciales quand je reviens de Cannes, où je brosse un petit peu le portrait des films que j'ai vus à Cannes. Et ça, de pouvoir faire ces choix-là, comparé à des multiplex, évidemment, où la notion de programmation, je pense, est quand même très restreinte. Elle existe très, très fortement quand on n'a qu'un seul écran, quoi. Et ça, c'est pour moi, c'est vraiment précieux. Et avoir fait le choix l'an dernier, par exemple, de ne pas passer Titane, bah, c'était un choix fort, j'ai eu des retours, mais je les ai argumentés et les gens étaient reconnaissants. Et du coup, la confiance est d'autant plus forte que ces choix sont assumés et défendus, quoi. C'est la recherche de la singularité. C'était exactement ce que Clément notait dans son approche historique. En fait, c'est comme ça qu'en fait, de toute façon, les salles ont toujours pu se démarquer et de montrer leur singularité. En fait, une sorte de rédacteur en chef de la salle de cinéma. Est-ce qu'on peut aussi dire un mot du projet? Alors là, c'est pas une salle qui est encore en cours. Et justement, quand il y a un projet à Clichy, donc, c'est trois écrans. C'est 3 écrans. Trois écrans, dans un complexe où il y a déjà une médiathèque. Donc il y a une volonté là de la ville, de créer un pôle culturel au fond, images, cinéma, multimédia, livres, etc. Et alors là, du coup, comment toi, tu peux concevoir au fond ce travail de recherche? Est-ce que c'est une dimension, c'est quelque chose qui t'intéresse, dès le début d'un projet t'interpelle, et comment tu le construis? Ok, bon, moi je suis Peggy Vallet, donc pardon, je suis la directrice du complètement cinéma de oublié Clichy. Merci de m'avoir invitée. C'est vrai que quand tu m'as appelé, Jérôme, je me suis un peu demandé pourquoi tu me proposais d'intervenir à une table ronde sur la critique et la recherche et les salles de cinéma. Non, mais j'ai dit oui parce que je suis une fille sympa. Mais en fait, ce que je comprends de cette table ronde et ce qui m'intéresse aussi, je vais répondre à ta question après, et ce qui m'intéresse aussi dans le projet de construction de salles, et ce qui m'intéresse dans le fait de travailler dans les salles de cinéma, c'est le lien qu'on tisse avec les territoires et le lien particulier avec chaque territoire. Donc en fait, maintenant je comprends pourquoi tu m'as proposé de parler du projet de salle. Donc en effet, à Clichy, il y a un projet de construction de 3 salles de cinéma. Actuellement, le cinéma se fait dans l'ancien théâtre où il y avait déjà du cinéma. Donc il y a quand même malgré tout cette culture du lien avec le cinéma à construire, parce qu'il existe assez peu. Donc c'est assez intéressant aussi d'écrire quelque chose et de construire un projet de 3 salles sur ce territoire. Alors le lieu n'existe pas du tout pour l'instant, il va être construit, hein. La médiathèque et le cinéma vont voir le jour en même temps. Et donc là, on en est, moi ça fait 4 mois que je suis à Clichy, on en est à la phase de conception du projet, puisque le bâtiment il est déjà défini, mais on en est à la phase de construction du projet culturel du lieu. Projet culturel qu'on est en train de monter avec la directrice de la médiathèque et la directrice des affaires culturelles, en sachant qu'on a à peu près la même conception, c'est-à-dire de construire le projet autour de la question du territoire et du rapport au public, et de la manière dont on va amener les œuvres de cinéma, donc qu'elles soient recherche, art essai ou pas, à rencontrer les publics. Voilà, je peux développer, mais après, ce n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement révolutionnaire. On l'axe autour de, grosso modo, 3 points, qui est la partie jeune public, scolaire et non scolaire, et puis tout ce qui est aussi
expérimentation, animation, pratiques culturelles avec les familles, le jeune public et la très petite enfance. Le deuxième point étant la variété des films. Et on en a parlé l'autre jour aussi sur le fait de... Alors, moi, j'ai toujours mis un point d'honneur à m'arrêter à un moment de la programmation et de me dire est-ce que j'ai au moins un film qui n'est pas français et pas américain dans la programmation? Est-ce que j'ai un film de femme, voilà, réalisé par une femme? D'essayer de concevoir aussi une programmation avec cette forme de diversité-là sur qui fait les films et où on les fait. Et puis, le troisième point est le lien avec le territoire. Donc, pour moi, le fait qu'il y ait un projet qui soit un projet particulier autour du lien avec la médiathèque fait partie de cette question-là. Mais il y a aussi le lien avec les structures locales, les publics locaux, les ressources locales. Dans chaque salle où j'ai travaillé, j'en ai fait quelques-unes, pas tant que ça, en 20 ans de travail dans des cinémas. Mais je me suis toujours... j'ai toujours cherché qu'est-ce qui pouvait faire la particularité des projets cinéma dans différents lieux. Alors j'ai vu que dans la salle, il y avait Laurence Conan. J'ai travaillé à Argenteuil il y a quelques années et Laurence était dans une association de spectateurs et spectatrices qui choisissaient un film par mois et qui l'accompagnaient de différentes manières. Il y a José qui est aussi dans la salle, avec qui j'ai travaillé aussi à Argenteuil. Et là, pratiquement chaque semaine, José présentait, puis après j'ai pris le relais, un film qui était souvent des films de recherche et découverte. Voilà, et on s'était rendu compte que les gens venaient pour la présentation, venaient pour quand il y avait un pot, après le film aussi pour le pot. Et puis, ça, c'est des choses qu'on fait tous et toutes dans nos salles, hein, mais c'est aussi des particularités avec tel ou tel territoire. À Aubervilliers, où j'ai travaillé il y a quelques années, sur ce cinéma dit du monde, en fait, on va dire voilà, non français, non américain. Chaque mois, on avait mis en place des ciné-dîners avec le restaurant local, parce que la restauratrice était vraiment très spécialisée dans toutes les gastronomies du monde. Et puis, on passait, alors j'ai recherché des titres, hein, mais par exemple, Usine de rien avec un dîner portugais. Et puis, il y avait des spectateurs qui n'étaient pas forcément des spectateurs et des spectatrices ultra cinéphiles qui venaient, mais qui vraiment prenaient du plaisir à partager ce moment après le film et à discuter du film, sans se sentir forcément légitime à parler de cinéma, mais on en parlait de manière, on va dire, un peu plus détendue autour d'un repas. Et sur le patrimoine aussi, il y avait une expérimentation dont je voulais parler, qui était le ciné-club participatif, que je crois qu'on l'avait commencé à Argenteuil, il me semble, où on fait choisir les films du ciné-club par les spectateurs, un petit groupe de spectateurs volontaires, donc vraiment ouvert à tous et à toutes. Et on leur propose... alors moi, je partais du catalogue du distributeur, parce que je trouvais que c'était intéressant de partir des choix de distributeurs. Et quand le distributeur pouvait venir, il venait expliquer son catalogue. Et ensuite, on faisait choisir les films de l'année à travers un atelier de programmation. Est-ce que vous invitez, alors c'était aussi une conversation que j'avais avec Jérôme Momsilovic, est-ce que vous invitez des critiques encore? On a parlé avec Clément au début, évidemment, de la porosité. On a souvent, et d'ailleurs c'est la question que je nous pose, disons, collectivement, puisque Jérôme me disait, les salles ne nous invitent plus, et je les comprends bien, elles n'ont plus d'argent, de toute façon elles ne peuvent plus nous payer, donc on n'est plus invité vraiment, donc il n'y a plus vraiment de relations. Donc est-ce que vous invitez des critiques? Est-ce que c'est quelque chose que vous imaginez faire ou pas? Ouais, je vais donner juste un exemple, toujours dans cette idée de lien avec le territoire. C'est toujours un peu un hasard, hein, mais il s'avère que nous, on a un critique de cinéma qui habite à côté du cinéma de Clichy, qui est Philippe Rouillet, et avec qui on a échangé, et puis qui est venu présenter un film, et qui est venu présenter 2 films, et puis qui en fait a envie de faire ce rendez-vous régulier qui prend un petit peu. Il y a un autre critique de cinéma qui m'a présenté, qui sortait un livre sur le cinéma d'animation. Et voilà, nous, on invite des critiques parce qu'on trouve ça intéressant. On invite des critiques aussi parce qu'il y a un lien avec les spectateurs, les spectatrices, de manière locale. Et voilà, outre le fait que on développe l'envie de discuter avec des critiques de cinéma, nous, on l'a fait de manière un peu inverse, en partant du territoire. Et, oui, il est payé. Bah oui, c'est un travail. Non, nous on fait pas intervenir les gens de manière générale sans les payer.
Ouais, bah, aussi je reçois des critiques, ouais, peut-être parfois, comme le dit Peggy, parce que il ou elle est l'auteur ou l'autrice d'un essai aussi sur un cinéaste qui a une compétence particulière sur un ou une cinéaste dont on fait un cycle rétrospectif, parce qu'on fonctionne beaucoup par cycle aussi, et que ouvrir un cycle avec un critique, ou ça peut être aussi un collaborateur, une collaboratrice éventuelle si c'est un cinéaste récent, évidemment, ça permet de manifester un intérêt et puis de remettre en perspective, et cette mise en perspective est précieuse. Et moi, je suis très attaché à la critique. Je crois que j'en lis pas mal et je les insère autant que possible dans le programme aussi du cinéma, quoi. Et ça va au-delà du panel qui est sélectionné sur Allociné, quoi. Il y a une recherche vraiment de mettre en valeur, l'arrivée des Criticat, par exemple, ou la critique entendue au sens large, hein, donc les revues en ligne ou des magazines, etc. Mais le polyester, le bleu du miroir, tout ça, évidemment les cahiers positifs ou Télérama qui restent quand même assez prescripteurs. De les insérer au maximum. Et dès lors qu'il y a une critique, de ma part, le fait de citer un extrait ou un extrait d'une critique ou d'un critique, c'est une façon de soutenir le film. Et les gens, je pense, sont sensibles au fait que les films qui font l'objet d'une citation critique sont les films que j'ai particulièrement envie de défendre, mais toujours en accord avec ce que je ressens moi-même du film. Je ne vais jamais mettre une critique qui est complètement à côté de ce que moi je ressens du film. J'essaie d'aller au plus juste, y compris parfois à ne pas gommer dans l'extrait que je cite des réserves que je peux avoir sur le film. Et de ne pas forcément être dans la dithyrambe systématique, quoi. J'ajouterais aussi, je crois, juste avant que Luc dise un mot, que le GNCR peut participer financièrement aussi à l'avenue de critiques. La CRIF aussi momentanément. Et la DRC beaucoup en ce moment. La DRC aussi fait beaucoup de... Oui. Vas-y Luc. Non, moi, c'est une simple remarque qui est presque personnelle concernant la critique et ce qui a été dit au début de cette table ronde. D'abord, sur le désir et l'éducation, ce diptyque. C'est vrai que quand j'ai commencé, moi, comme le disait Séverine, à être cinéphile, finalement, ce que disait par exemple Danet, il y avait quelque chose de l'ordre du désir dans sa parole, parce que c'était presque idéologique. En fait, moi, j'aimais les films qu'aimait Danet. J'aimais pas les films qu'aimait Danet, j'aimais les films qu'aimait Danet. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est ça dont on veut parler, Josué, avec la contrebande. Après, quand il parle d'éducation, en minorant son rôle et en ramenant le désir en avant, je comprends. Bien que cette histoire de contrebande, c'est une histoire que se racontent les gens qui ont eu la chance d'avoir des éducateurs, toujours. Hein, François Truffaut, il a quand même eu André Bazin. Enfin, il y a toujours une figure du père, même si elle s'absente un moment, qui est là, et après le fils se raconte qu'il a... voilà, c'est une histoire quand même, cette contrebande. Mais je vais quand même reprendre ce thème de la contrebande, parce que je pense que c'est intéressant pour nous, en tant qu'exploitants, de réfléchir à la critique dans ce sens-là. C'est que la contrebande, elle va dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, j'entendais le mot contrebande dans le sens où le critique, en nous parlant de cinéma, il nous parlait d'autre chose aussi. Il nous parlait du monde, il nous donnait un monde. C'est le cinéma et le monde. Maintenant, il y a aussi une crise de la critique dans ce sens-là. C'est-à-dire que par les choix un peu arbitraires, qui pouvaient paraître arbitraires, genre, voilà, on va prendre 4 cinéastes, et puis on va dire que c'est ça, la base. Bon, il y a des critiques qui ont fait ça, y compris 4 cinéastes, Caritas, et qu'on dit, à partir de ces 4 cinéastes, on peut avoir une vision assez globale du cinéma, et à partir du cinéma, du monde aussi, même une approche existentielle, pratiquement. Donc, c'est ça qui manque aussi. C'est-à-dire un corpus un peu idéologique, un peu radical, mais qui, à travers cette radicalité, permettent finalement de requalifier tout comme une redistribution des cartes, qui nous permettent de réinventer un peu le cinéma d'une certaine façon. Donc ça, c'est à nous de le faire, c'est aussi à la critique. Et c'est dans une position qui est un peu difficile pour moi en France, parce que, après, j'arrête là-dessus, mais sur la question du désir et de l'éducation, il y a aussi que, on voit bien que le marché libéral a fait fond sur le marché du désir, finalement, ça finit par les clashs. C'est-à-dire, ouais, on voit ça, des youtubeurs sur Internet qui parlent d'un film, c'est nul, ils le cassent en 3 clashs, d'autres qui disent que c'est magique. Donc ça, c'est ça, disons,
le cul-de-sac du désir, l'affectif, et puis de l'autre côté, il y a le cul-de-sac de l'éducatif, qui est des trucs universitaires, enfin voilà, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai du mal avec mon écran à faire vivre finalement un choix éditorial fort. Et Fabien, je suis son travail qui est très fort, parce que j'ai du mal à concilier finalement différentes sortes de cinéma, à faire mon carré d'as. Je suis pris dans des mécaniques de labels, de soutien, de trucs qui un peu me contraignent, et de marché, de choses réalistes qui me contraignent. Enfin, j'ai l'impression qu'elles me contraignent, mais après c'est à moi de faire ce geste, à faire un choix vraiment fort qui redistribuerait les cartes et recréerait du désir. Bon, c'est un peu vague ce que je dis, mais c'est une réaction à ce que j'ai entendu. Je rejoins à la fois ce que Luc dit et ce que disait Victor tout à l'heure. C'est sur le dispositif d'éducation à l'image. Moi, j'y suis plutôt attaché parce que, en tout cas, de l'expérience qu'est la mienne, les choix sont quand même très beaux en général. Il y a une très belle sélection qui est faite. Et puis, autant je suis un parfait exemple, je pense, de la contrebande que tu soulignes, autant je pense que la possibilité qui est donnée à une multitude d'enfants dont on ignore le parcours, mais sans doute très varié, de faire d'un film l'objet d'une réflexion et d'élargir la sensibilité esthétique des enfants, des adolescents, et de montrer des films effectivement qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de voir ailleurs, me semble formidablement précieux. Et pour le coup, ça peut être la possibilité aussi, et je pense qu'on l'a tous vécu, pour des jeunes cinéphiles qui ont vécu le cinéma en contrebande, tout à coup de se rattacher à l'espace social de la classe pour mettre en valeur les connaissances qui sont les siennes, la réflexion qu'ils ont eue en amont, eux, sur certains films, et tout à coup d'exister dans l'espace de la classe en tant que quelqu'un qui a réfléchi au cinéma et qui apporte une dimension qui avait peut-être échappé aux autres élèves aussi. Et ça peut créer comme ça du discours dont le cinéma n'avait pas forcément fait l'objet en classe et dans l'espace social de la classe. Non, je suis tout à fait d'accord. Je précise juste, je ne minore pas le rôle de l'éducation. Je ne suis pas contre l'éducation à l'image. Je dis juste qu'il y a un peu un fantasme de croire qu'on va faire émerger une nouvelle génération de cinéphiles uniquement par l'école. Voilà. Mais ce qui est quand même un discours qu'on a entendu aux États généraux, que j'entends de manière générale. C'est juste, faut pas trop justement. Et je pense, là, je rejoins le discours qui a été tenu. Faut pas avoir des ambitions non plus démesurées. C'est-à-dire, c'est pas l'école qui va former les cinéphiles de demain, qui va permettre un rajeunissement du public. Ça peut jouer à la marge, ça peut être un rôle d'initiation. Et en même temps, c'est un peu douloureux pour nous parce que j'ai l'impression que du coup, on est dans une idée on va apprendre à la salle comme on apprend. Et je pense que là, pour le coup, moi, j'ai été au théâtre aussi dans d'autres biais que l'école, mais il y a un peu cette idée, c'est-à-dire qu'à un moment, dans sa scolarité, un prof de français ou un prof de langue va nous emmener au théâtre, parce que pour la plupart, on n'y est jamais allé, ou au ballet, ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un peu douloureux de se dire que maintenant, ça concerne aussi le cinéma, alors qu'avant, spontanément, ça se faisait en dehors du cadre de l'école. C'est un peu délicat comme constat. Donc voilà, je précise juste ça. Évidemment, c'est très bien l'éducation à l'image. Allez-y. Bonjour, d'abord merci pour la conversation. Je vais peut-être me présenter, je suis Pierre Gendrésiac, j'écris à Débordement et qu'est-ce que je fais ici. D'autre part, je programme le Kino Ciné à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord depuis moins d'un mois, je suis tout nouveau. D'abord, j'étais assez d'accord avec tout ce qui a été dit par Josué, et même d'ailleurs les perspectives critiques publiées sur Criticat m'ont fait me dire que j'allais, parce que j'ai quasiment jamais écrit de texte négatif, je me suis dit qu'en 2023, ça y est, j'allais dire du mal des films. Trembler. Voilà, d'autre part, juste pour l'anecdote, quand même d'année, il a eu un prof d'école, parce qu'il y a l'histoire de je sais plus quel prof de français qui lui a montré le sang des bêtes, et ça crée un truc, il dit souvent ça vient quand même de là. Hiroshima, mon amour, et le sang des bêtes, je crois que c'est ça. Mais le prof, c'était pas Franju qui lui montrait. Oui, le sang des bêtes de Franju, oui. Donc voilà, mais ma question n'était pas là-dessus, ma question était sur quelque chose qui en fait a déjà été un peu abordé, mais sur lequel je voulais un petit peu revenir, c'est quand il a été question de Philippe Azourid, donc qui venait au Rue de Boeuf à Clichy, c'est ça, ça a été demandé, mais est-ce qu'il est payé? Et vous avez dit, bah oui, évidemment. Mais ah oui, aïe, je suis tout nouveau, je veux dire, en plus je suis lillois, vous savez, je suis un peu un plouc. Donc la question a été posée, est-ce qu'il est payé? Vous avez dit oui, comme si ça allait de soi. Mais je crois que ça ne va pas toujours de soi. Et moi, alors, je me rends compte que ce n'est pas toujours possible, en fait. Moi, je sais qu'il y a des impératifs économiques. J'ai été confronté à ça très directement quand je suis arrivé au Kino, et que le directeur avec qui je fais la programmation m'a dit, bah oui, mais si tu veux inviter un critique, et à ma droite a été demandé combien, t'es payé combien. C'est pas qu'une blague de demander ça, en fait, c'est important.
Et moi, en fait, donc, le directeur m'a dit, un critique, si tu veux le payer autant, il faut qu'il y ait X spectateurs, et tu vois bien que ça n'arrivera pas. L'exemple parfait, moi, du coup, je présente bénévolement, comme beaucoup de critiques, des films au kino. Hier, il était question de Bowling Saturn qui faisait 3 spectateurs à la fin de la semaine. Donc quand il y a un critique, il y a un peu plus de monde. Mais un peu plus de monde, c'est 16 personnes. Et en fait, si on veut payer un critique, un tarif normal, en fait, peut-être disons... ouais. Pour pas dire la somme, c'est ça. Ouais, c'est ça. Si on veut payer un critique 100 €, un peu plus de 100 € pour faire intervenir sur une séance, ce qui est pas du tout dément, quoi. Et il y a des endroits où c'est moins que ça, parce que les cinémas n'ont pas les moyens en fait de faire autrement. Sinon, la séance, elle leur coûte trop d'argent. C'est pire qu'une opération blanche. Donc, il y a des dispositifs dont vous avez parlé, il y a de la DRC, etc. Mais malgré tout, c'est pas toujours possible. Pourquoi est-ce que je parle de ça aussi? Parce que je vois bien qu'en même temps, ça marche et ça intéresse, quoi. Moi, quand je présente des films au kino, je vois bien que les dialogues que ça crée, alors des fois ça fait un four total, hein, mais d'autres fois, ça va faire quelque chose d'un peu merveilleux, en fait. Ça va vraiment créer des situations de cinéphilie, en fait, qui ne naissent que de ça, quoi, ou des spectateurs qui ne sont pas forcément des très très grands cinéphiles, qui viennent beaucoup, vont aller voir un film parce qu'ils disent, il y a un événement, ça va faire réfléchir, quoi, et en fait, ça fait quelque chose dans la discussion de super. Par exemple, sur Bowling Saturn, j'avais quelqu'un qui disait qu'il avait trouvé le film extrêmement drôle. Je sais pas si un film qui n'est pas si drôle que ça, mais ça avait créé une conversation très intéressante. Moi, j'avais présenté Memoria aussi, et pareil, il y avait des gens qui parlaient du film, qui avaient vu des choses totalement différentes. Ça avait créé quelque chose en fait dans la conversation. Et donc, comment on peut faire? Alors, il y a les dispositifs, certes, mais voilà, c'est évidemment qu'ils suffisent pas toujours, quoi. Moi, il y avait 2 choses sur desquelles vous avez parlé qui m'intéressaient. La première, c'était sur les critiques positives et négatives. C'est vrai que tout à l'heure, je voulais rebondir aussi sur cette question. Il y a une question dont on n'a pas parlé, on en avait déjà parlé, je crois, avec la CRIF, mais c'est aussi la frilosité des spectateurs à venir. Pour moi, la crise de la critique, elle va avec aussi la crise des entrées. C'est la frilosité des spectateurs à venir quand ils ont lu des mauvaises critiques, ou à prendre le risque de venir voir un film qu'ils ne vont pas aimer. Alors, je ne sais pas si... moi, ça m'intéresse d'avoir vos retours aussi, mais moi, j'ai l'impression que les spectateurs, de plus en plus, m'en veuillent personnellement à moi quand ils n'ont pas aimé un film. Alors qu'avant, il y avait le plaisir de partager ce qu'on avait aimé, pas aimé. Il y a des moments où on aime bien détester les films et en parler pour en dire du mal avec la directrice, le directeur du lieu. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi cette... je ne sais pas si c'est intolérance, mais en tout cas, cette envie de ne pas aller voir de films, ce manque d'envie d'aller voir des films qu'on va prendre le risque de ne pas aimer. Je ne sais pas si je suis très claire. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'était sur l'économie des cinémas. Donc là, moi, je travaille pour une salle municipale, donc on a un peu d'argent pour payer les intervenants. Et c'est aussi très bien que vous abordiez la question de qui va nous accompagner, quelles associations, quelles structures peuvent nous accompagner. Il n'y a pas très longtemps, moi, j'ai reçu quelqu'un de Débordement qui est venu parler du Guzman. C'était Lucie, on a eu un peu plus que 3 personnes dans la salle, mais on a eu un petit peu de monde. Et c'est vrai qu'on est très content et contente d'avoir des structures aussi qui nous permettent parfois de prendre le risque de faire venir quelqu'un qui est payé et d'avoir peu de monde dans la salle pour des films un peu plus compliqués. Voilà, donc ça c'était la première chose, c'était comment les associations, comment les structures vont nous accompagner aussi et vont nous aider financièrement. Parfois pour des salles, parce qu'avant je travaillais pour une salle qui avait vraiment 0 budget en termes d'action culturelle, donc il fallait qu'on ait ces recours-là et cette débrouille-là. Donc il y a Cinéma 93 aussi qui a financé des interventions, il y a la CRIF, il y a le GNCR, il y a la DRC, etc. Et l'autre question, je ne sais plus ce que... Alors moi très clairement, nous on a une grille pour les intervenants qui est à peu près toute la même. En tout cas, quand nous on paye directement les intervenants, qui a été un peu revue à la hausse, parce qu'avant on était plutôt autour de 150-200 €. Et maintenant, aussi bien Claudine Le Palec-Marant qui anime le ciné-club que Philippe Rouillet, la grille se situe entre 200 et 300 €. On essaie de ne pas aller en dessous et de ne pas aller au-dessus. Parce que par exemple, je ne sais plus combien c'est la DRC, mais c'est moins que ça. En note de droit d'auteur essentiellement. Mais oui, je vais passer le micro dessus. Mais comment? C'est-à-dire? Les notes de droit d'auteur, c'est ça? Oui, j'aurais pas dû le dire publiquement. Pardon. Vous le direz pas, s'il vous plaît. C'est pas enregistré? En fait, si je parlais de sous directement, parce que c'est une question qu'on se pose
depuis la réouverture des salles à débordement, du travail gratuit. Donc on sait qu'au niveau de la revue, non, débordement ne dégagera des salaires pour tout le monde. Là-dessus, on ne fait pas d'illusions. Autour, il y a énormément de bénévolat, quoi. Et en fait, on sait d'où ça vient et pourquoi c'est que faire, quoi. Mais donc je passe le micro. Non, je glisse juste un mot pour faire une synthèse par rapport à l'intervention de Josué tout à l'heure sur un truc autour duquel on a tourné, qui est la critique écrite et la critique orale, qui a à voir avec l'histoire des ciné-clubs et à voir avec les positionnements d'André Bazin, qui dès 1943, donc il est encore très jeune, parle de la supériorité de la critique orale sur la critique écrite, précisément sur ce que tu annonçais, c'est-à-dire l'obsession de la nuance. Et lui dit que de toute façon, à l'écrit, il sera toujours obligé de dire du bien des visiteurs du soir. J'ai retenu ce titre-là, mais il en cite quelques autres qu'il aime bien, mais dont on sent bien qu'il y a une obligation parce que c'est publié, parce que c'est carnet, parce que c'est Prévert, qu'il faudra de toute façon que l'avis soit tranché et donc nettement positif. Et il dit que la critique orale sera toujours supérieure parce que plus nuancée, parce qu'allant davantage dans les détails, parce que permettant une discussion qui permet aussi d'évaluer les mérites et les défauts potentiels de certains grands films, etc. Voilà, et moi ça m'intéresse parce que ça pose la question de, mais du coup ces nuances-là, où est-ce qu'elles s'expriment ? Et on évoquait avec Victor, est-ce que quand on accueille un cinéaste en salle, on ose aller aussi sur ce terrain des nuances ou pas ? On pourrait citer quelques cinéastes qu'il apprécie plus ou moins. Mais ça pose aussi la question de où s'expriment effectivement ces points de vue divergents dans la presse écrite. Est-ce qu'elle se réfugie sur Internet ? Est-ce que du coup, dans les blogs et sur les sites, tout à coup, on aura cette liberté supérieure parce qu'on échappe, entre autres, au canon du texte de 8000 signes ? Est-ce qu'on l'intègre dans une logique de pour-contre, qui est une des grandes questions de l'histoire de la critique ? Ça a existé dans plusieurs journaux avant d'atterrir dans Télérama. Est-ce que du coup, ça vaut le coup sur La Nuit du 12 ou sur Saint-Omer ou sur, tu as cité Armageddon Time, mais on pourrait en citer plein d'autres. Est-ce que du coup, ça, c'est un acte de lâcheté par rapport à la ligne éditoriale que doit défendre une revue, ou est-ce qu'au contraire ça nourrit le débat critique ? Enfin, ça reste vraiment une question. Est-ce qu'en salle on peut se permettre ça, pour revenir à la question de la salle de cinéma et la critique ? Est-ce que par exemple on peut faire du pour-contre en salle de cinéma ? Est-ce qu'on peut faire, on a fait ça une ou deux fois nous, et c'est un exercice compliqué, de faire un dialogue public entre quelqu'un de l'équipe et une autre personne de l'équipe qui n'aime pas le film, pour pouvoir en débattre en public? Est-ce qu'on fait ça entre critiques, c'est-à-dire d'inviter deux critiques sur un même film pour faire en sorte... Voilà. Ça fait partie des modalités de parole qui permettent éventuellement de nourrir la discussion, non seulement sur le film, mais sur ce qu'est la critique de cinéma et les capacités de ces nuances. Plein de questions passionnantes. Je vais d'abord peut-être répondre sur la salle, comme ça vous concerne en premier lieu. Il se trouve que j'ai eu une expérience un peu comme ça il y a quelques semaines, mois. J'ai été invité avec Lucie Garçon, d'ailleurs, de Débordement, à la Commune, donc la scène nationale d'Aubervilliers, pour faire un débat autour d'un film de Mathieu Barrère, qui avait été réalisé spécialement, qui s'appelle Journal d'une femme noire, et avec quand même des conditions assez intéressantes, c'est qu'on découvrait le film en même temps que le spectateur. Donc horizontalité parfaite, improvisation totale, j'avais pas vu le film avant, et d'ailleurs dans la salle tout le monde n'était pas au fait forcément de ce qu'avait fait Mathieu Barrère. Et je dois dire que ça a été très libérateur. Et nous, on a tout de suite commencé à parler, mais de questions formelles très précises. Et en séparant un peu le grain de livret, parce que je ne sais pas si des gens l'ont vu dans cette salle, c'est un film intéressant, mais qui pose des questions, qui a des problèmes même. On en parlait de manière très libre. Et je sentais que dans la salle, ça réagissait. Ou même d'un moment, Lucie Garçon et moi, on a posé notre micro et j'ai dit un peu sur un truc humoristique, vous n'avez plus besoin de nous, débrouillez-vous, parce qu'ils étaient en train de débattre entre eux. Et ce qui était intéressant, c'est que la seule réaction, réserve, où je voyais que là ça coinçait un peu, c'était qu'il y avait des collaborateurs de Mathieu Barrère dans la salle et qui revenaient sur oui mais les intentions de Mathieu n'étaient pas celles-là, etc. Et en fait on a dû leur rappeler que ça s'intégrait dans un cycle de programmation où il y avait un certain nombre de séances où Mathieu Barrère était là avec Rose qui est le personnage principal et qu'ils pouvaient débattre de comment le film avait été fait, mais que là c'était un moment un peu privilégié, un peu à part, où simplement on débattait avec la salle et on était dans en plus, quelque chose de vraiment démocratique, c'est-à-dire on n'arrivait pas avec un bagage, un discours préétabli, prépensé. Et moi, je trouve que c'est un exercice, c'est pas pour donner un conseil, mais je trouve que c'est un exercice hyper intéressant et qui en plus... Alors moi, je précise aussi, pour s'il y a j'en profite, je donne des conseils comme ça, ce qu'on m'invite de temps en temps. Je trouve que les débats après les séances, c'est beaucoup plus intéressant que les présentations en 5-10 minutes avant, où généralement on a peu de choses à dire des films, et en plus on n'a pas envie de les déflorer, donc c'est beaucoup moins...
c'est beaucoup moins nourrissant. Et alors, pour répondre sur la critique de manière générale, je répondrai de manière, je pense que une des raisons qui m'a donné envie de faire cette série d'entretiens, c'est que justement, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est perdu dans la critique. C'est quelque part une forme de mise en scène du débat interne qu'il y a dans les revues. Et d'ailleurs, c'est un point commun qu'on a avec Débordement, c'est que depuis quelques années, on publie des tables rondes où on discute parfois des films et on n'est pas forcément d'accord. Et moi, ça me semble important, quand on couvre un film à Critica, de se dire déjà, moi toujours mon point de vue un peu de rédacteur en chef, c'est de dire en fait j'aimerais trouver le texte qui va résumer un peu les sentiments généraux qui sont dans la revue. Et parfois on fait même des choix un peu éditoriaux, les 3-4 avoir vu le film, mais je me dis oui, mais là je sens qu'il y a une partie de la rédaction sur Blonde qui va être un peu mitigée, donc on va peut-être faire un texte un peu plus nuancé. Sur Armageddon Time, c'est un très bon exemple, c'est que j'avais vu le film à Cannes avec plusieurs rédacteurs, et moi j'aime pas le film, pour dire je suis très déçu par le film, je trouve que c'est pas du tout un bon James Gray, mais je sentais qu'une partie de la rédaction serait très positive, et il y avait un de mes rédacteurs, Marin Gérard, qui avait beaucoup aimé le film, et on l'a dit, bon bah voilà, mon rédacteur en chef adjoint non plus n'avait pas aimé le film, mais on s'est dit c'est le film qui va représenter probablement la majorité de la revue, donc on l'a lancé alors qu'on n'est pas forcément d'accord. Et ça c'est un truc qui me frappe quand je relis les cahiers jaunes de Bazin, c'est à quel point ils sont pas d'accord entre eux sur des détails, c'est-à-dire ils sont d'accord sur le fond idéologique, mais ils peuvent se faire des réponses. On sait que Bazin n'était pas toujours enthousiasmé par les choix éditoriaux des jeunes Turcs, mais il y avait ce débat et ils se répondaient entre eux. Et ça, c'est quelque chose qu'on masque un peu, j'ai l'impression, dans les rédactions. On a l'impression qu'il y a le texte qui fait un peu lettre, qui fait vraiment texte de loi, alors qu'en fait, il y a des débats, y compris sur des films qu'on peut aimer, défendre. Et je pense que ce débat est nécessaire et qu'il y a de moins en moins de films sur lesquels on se permet de faire débat. Il y aurait un contre-exemple cette année, mais pour des raisons qui sont presque indépendantes du film, ce serait Sans filtre, parce que c'est une palme d'or et parce que c'est un objet un peu clivant. Mais je me faisais la réflexion, là, un peu, on discutait un peu avant cette table ronde, je me dis par exemple, il y a un film sur lequel je pense qu'il y a manqué un débat, et je pense que c'est intéressant, parce que quand j'en discutais avec des spectateurs, je vois qu'en fait, tout de suite, on entre dans le détail, on essaie un peu de détricoter. C'est Saint-Omer. Saint-Omer, je pense que c'est un film sur lequel il y aurait eu beaucoup de choses à discuter et à débattre dans le détail, et il y a eu un peu une forme d'unanimisme neutre. Alors que moi, dans ma rédaction et aussi au cahier, en fait, je sais que le film fait beaucoup de débats, discussions, etc. Mais ça accouche de textes qui sont quand même, d'une certaine manière, qui n'arrivent pas à retranscrire l'ensemble des nuances, en effet, qu'il peut y avoir sur un film. Et donc, j'en finis sur ta question originelle, sur presse papier, presse en ligne. C'est vrai qu'on parle de travail, on a parlé de travail gratuit, on a parlé de tout travail mérite salaire. L'une des questions qu'on se pose dans cette série, c'est justement, est-ce que la critique est un métier ? Est-ce que la critique ne serait pas davantage un travail ? Et malheureusement, un travail, factuellement, ne mérite pas toujours salaire. Moi, je sais que j'ai une activité entièrement bénévole et j'ai une activité rémunérée. Les deux s'équilibrent à peu près, mais je sais que j'ai plus de liberté, plus d'espace aussi, que je ne suis pas soumis à des calibrages ou simplement voilà, à une forme de... Je suis pigiste au cahier, ce qui est quand même un statut extrêmement privilégié, mais je sais que je ne pourrais pas être pigiste, très honnêtement, je ne pourrais pas être pigiste à Télérama ou un journal hebdomadaire, parce que je ne vais pas forcément toujours un film par semaine que je défends, ça m'arrive, mais pas systématiquement, et que j'ai envie aussi d'écrire sur plein de films différents et sur des films que forcément je n'aime pas, et qui peuvent poser des questions et qui m'intéressent en tant qu'objet critique. Et ça, c'est quelque chose, c'est vrai, qui se perd un peu dans la critique. À la fois ce débat, s'autoriser aussi à accorder de la place à un film qu'on n'aime pas. C'est quelque chose qu'on fait de moins en moins, et je trouve que c'est intéressant. Ça permet aussi de dialoguer sans tout de suite se dire est-ce qu'on défend le film. Là, je sais que les cahiers l'ont fait, par exemple, sur De Humani Corporis Fabrica. Désolé, hein, mais voilà, moi j'aime vraiment le film. Mais voilà, je trouve que par exemple, c'est un film vraiment sur lequel peut y avoir des débats, des discussions, et que d'une certaine manière, c'est presque bien pour le film qu'il n'y ait pas une presse unanime. Je sais que c'est un peu, mais voilà, qu'il y ait des films comme ça qui méritent de discuter, d'être. Voilà, j'ai fini mon long monologue. Non, alors je vais un peu dériver, mais je voulais un peu rebondir aussi sur ce que Luc a dit. Tu as dit que, enfin, c'est ce que j'ai compris, que la tâche du programmateur, ça pouvait être de redistribuer les cartes. Et ça me plaît beaucoup, cette idée-là, parce que je pense que je fonctionne beaucoup comme ça, et je pense que beaucoup de programmateurs fonctionnent comme ça. Ça peut être vis-à-vis de la critique, notamment, parce que l'accès que les spectateurs ont à la critique, c'est quand même rarement les cahiers du cinéma ou Criticat, c'est plutôt Télérama, Le Masque et la Plume, ou des quotidiens comme Libé Le Monde. Et donc la réalité, c'est que beaucoup de films que je programme, ils n'en ont pas entendu parler. Et dès lors, on redistribue les cartes dans la mesure où il y a une échelle des valeurs qui est assez modifiée par rapport à l'échelle médiatique, en quelque sorte, et que la confiance qui existe entre eux et moi, en l'occurrence, est suffisamment forte pour que tout ça ne soit pas aussi uniforme et aussi homogène que ça puisse paraître à l'échelle médiatique, et que tout à coup, ils vont voir l'intérêt que je vais porter à un film, et c'est là aussi où il y a une dimension critique dans la programmation,
et ils vont lui accorder autant de valeur qu'aux films dont ils ont entendu parler ou dont ils ont vu le petit bonhomme de Télérama se réjouir. Voilà. Et du coup, il y a une façon de redistribuer les cartes que je trouve très intéressante et qui existe vraiment, je pense, dans le travail que je fais. Et puis, qui permet aussi de dépasser les idées préconçues ou les préjugés qu'on a sur les films. Et alors, c'est intéressant, évidemment, d'en parler au cours des journées ou consacrées au cinéma de recherche, parce que autant je peux être sensible, comme tu me disais, Jérôme, hier, à l'idée que cette notion de recherche, elle est propre au cinéma et à l'essence de ce que j'aime dans le cinéma, en quelque sorte. Mais moi, elle n'est pas du tout opérationnelle dans ma programmation, par exemple. Je serais incapable de dire à la fin d'une année quels sont les films de recherche que j'ai programmés, en fait. Je ne regarde même pas. Des fois, je vois les documents GNCR, je dis « Ah oui, tiens, celui-là, il est recherche », mais je ne fonctionne absolument pas comme ça, ni arrêt-essai, ni recherche. Et c'est après coup, éventuellement, que je me dis, ou à la fin de l'année, lorsqu'on fait un bilan pour la demande de subvention, je me dis « Ah tiens, j'ai passé tant de films recherche », et encore, je ne le fais même pas chaque année. Et je trouve que c'est assez précieux de ne pas tenir compte de ces étiquettes-là, de se rendre compte qu'après coup, parce que ça permet de traiter tous les films à égalité. Récemment, je me suis pris la tête avec Disney à propos d'Avatar, et parce que la logique, tout le monde le sait ici, de Disney, c'est pas seulement d'être gros, mais c'est de l'être au détriment des autres. Et à les écouter, donc l'idée, c'est vraiment de détruire toute diversité. Enfin, si on passe Avatar pendant les fêtes, il n'y a plus de diversité à côté. Donc j'ai renoncé à passer Avatar, que je passe cette semaine pour 5 séances, essentiellement en VO, avec à côté Poète de Darejan Mirbaef et Joyland de Saïm Sadik. Et cette diversité, évidemment, m'est précieuse. Et voilà, en gros, ce que je voulais dire, mais en tout cas, ne pas tenir compte de ces étiquettes-là permet, je pense, de maintenir la diversité et d'aller au-delà des préjugés, quoi. Oui, alors certainement, beaucoup d'entre vous sont moins ignorants que moi. J'étais au sommet des Arcs en tant que CST. J'ai découvert cette notion d'ambassadeur, enfin de jeune ambassadeur, et qui serait le nouvel Eldorado pour aller chercher du public. Qu'en pensez-vous? Et sinon, je ne résiste pas quand même, puisque ça fait partie de la mythologie de l'exploitation. Une anecdote sur Roger Diamantis, qui n'avait pas fait réparer sa porte de sortie. Et il s'était en fait rendu compte que certains jeunes spectateurs étaient rentrés par là, qui avaient emprunté ce trou d'air et étaient revenus ensuite par la caisse. Voilà. Donc Mathieu Guetta. Une autre question ici. Ah ouais. Voilà, rien à voir. S'il y a quelqu'un qui sait répondre à la question, parce que je ne connais pas bien les jeunes ambassadeurs, c'est l'ACID, je crois, qui fait ce truc-là, non? Oui. D'accord. Bon, s'il y a quelqu'un qui répond. Ouais. Alors, moi, c'était juste une remarque, parce que c'est Antoine Thiers du Méliès à Villeneuve-d'Ascq, mono-écran. Donc, d'abord, je ne pas bien vite parce que j'ai l'impression de m'entendre quand je l'entends parler. Donc, voilà, je rejoins tout à fait ce que vous dites. Moi, la question que je soulevais quand même, c'est que on parle de recevoir des gens, des critiques. Voilà. Le truc, c'est qu'il faut qu'on trouve le moyen de faire marcher les films sans forcément recevoir des gens, parce que sinon, on va être ruiné. Hein. À un moment, moi, je programme énormément de films recherche et j'assume le fait de les programmer sans forcément avoir d'événements autour. Et ça peut parfois marcher, alors parfois ça se casse la figure, mais parfois ça marche. Et je pense que notre rôle à nous, de programmateurs aussi, c'est de finalement d'être nous-mêmes des critiques en programmant et en partageant avec le public. Donc du coup, voilà, parce que moi je me dis, c'est bien joli, voilà, mais recevoir des gens tout le temps, c'est pas possible financièrement, on n'a pas les moyens, notamment en province, parce que en plus de payer les gens qui viennent, il faut aussi payer leur aller-retour, leur hôtel, leur repas. Donc au bout d'un moment, c'est une opération très très problématique. Oui, peut-être sur le travail de confiance aussi, en fait, qu'il y a entre le programmateur et le public. C'est une question, en fait, sous-jacente à l'intervention d'Antoine. Je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus, j'ai l'impression... Oui, c'est ça. T'es essoufflé, t'as l'air... Et j'ai un fou rire, excusez-moi. On doit terminer dans 5 petites minutes. Est-ce que quelqu'un peut répondre un petit peu à la question des jeunes ambassadeurs? Est-ce qu'il y a une expérience que vous connaissez? Alors, on peut donner le micro à Louis. Bonjour à tous, donc je suis Louis Bovier de la CRIF. J'ai pas de citation introductive d'André Bazin, je suis navré.
Néanmoins, cet été, je travaillais au réseau des salles de Gironde et donc j'étais en charge du label Caméo, du Caméo Club, qui est un réseau en fait de jeunes ambassadeurs. Donc l'idée, c'est que pour cette expérience-là, il y a au sein de la CPG une personne qui est médiatrice et qui est chargée d'animer un cercle de jeunes pour des salles du réseau qui en seraient volontaires. Donc il y a une dizaine de salles dans ce réseau-là qui ont constitué des groupes de jeunes par l'intermédiaire de leur structure locale, soit en allant les voir directement dans les écoles, soit en les alpaguant à l'entrée du cinéma, soit en créant des liens avec les services jeunesse, les centres de loisirs par exemple. Et donc l'idée, c'est de leur faire participer à la vie du cinéma. L'idée, c'est pas forcément de travailler directement sur le film ou la cinéphilie, mais vraiment en fait de donner les clés d'une salle de cinéma à ces groupes de jeunes-là. Donc ça va être les inviter à des projections pour qu'ensuite ils choisissent un film qu'ils vont défendre sur le prochain programme mensuel, par exemple, sur lesquels ils vont travailler sur des animations. Voilà, donc au début, je pense qu'on pensait que l'idée, ça allait qu'ils allaient en parler à leur groupe de pairs et ramener du public, des adolescents en masse dans les salles. Au final, on se rend compte que c'est déjà très bien de faire travailler une dizaine de jeunes par salle sur leur cinéphilie et voilà, et qui s'approprient le lieu en fait. C'est surtout ça, c'est montrer qu'on peut s'approprier le lieu. Et après, il y a des formes de rétribution, des invitations en festival. On les soutient sur des projets qu'ils peuvent mener par ailleurs, notamment des chaînes Twitch ou des choses comme ça, où ils parlent pour le coup des films. Voilà. Merci Louis. Jérôme, faut s'arrêter ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que oui, c'est l'heure, hein, non? On va aller manger bientôt, non? On va aller manger. On remercie donc est-ce que tu infiniment. veux un mot de conclusion, un truc quand même, non? Voilà, quand même. Moi, je voulais juste je vais aller très très vite parce que du coup, il faut finir, mais je trouvais c'est très intéressant ce que vient de dire Antoine sur la question de l'accompagnement ou du non-accompagnement des films recherche, parce que c'est un truc. Bon, on a toujours animé des projections, évidemment, on a parlé des ciné-clubs tout à l'heure, on a dit des choses très intéressantes là-dessus, mais en fait, aujourd'hui, je pense que la mécanique de l'accompagnement, elle est devenue marchande au même titre que l'exploitation des films, dans le sens où en fait il faut aller très très vite parce qu'on demande, et on a parlé de Disney tout à l'heure, qui veut tout de suite en mettant des programmations sur toute la journée, à toutes les heures du jour et de la nuit. Et en fait l'idée, j'ai l'impression, en tant que distributeur et qui accompagne aussi beaucoup ces films avec des débats et tout ça, que en fait cette demande de l'accompagnement, elle est aussi dans l'objectif, parce que les films sortent de plus en plus vite, de faire des entrées le plus rapidement possible sur des films qui mériteraient et qui gagneraient, je pense, à ce qu'on leur donne le temps. Et qu'en fait, on le voit même dans les chiffres, c'est-à-dire que les films arrêt-essai et plus largement, enfin les films recherche plus largement, les films arrêt-essai font leur totalité d'entrée sur un temps beaucoup plus long que les films non arrêt-essai. Et qu'en fait, le débat, il est important, mais en fait, je crois qu'on l'accompagne de manière, sur une temporalité beaucoup plus courte, et qu'on voit vraiment les tournées, et puis ça épuise aussi beaucoup les auteurs et tout ça, de faire des tournées très très concentrées, et que je pense que les films gagneraient à ce qu'on leur laisse plus le temps, et pas forcément justement sur des questions d'accompagnement comme... Ce qui est encore plus le cas sur les documentaires. Oui, absolument, ouais. Oui, là je mentionne les documentaires parce que c'est un peu ma dernière expérience, mais c'est le cas de tous les films, je pense aussi. Est-ce que vous avez donc un autre mot de conclusion? Ah, pardon. Je me permets justement de rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire, qui me semble très important, et aussi sur évidemment l'intervention de Peggy qui parlait aussi de l'ancrage au territoire et de la tâche au territoire par rapport à ces questions aussi de médiation autour des œuvres. Je pense qu'il ne faut pas oublier quand même que Passeur d'images a été un dispositif, alors beaucoup moins maintenant, mais justement ça pose question peut-être, et peut-être qu'il faut justement revoir notre copie de ce point de vue-là, en accompagnement de séances dans les salles, alors certes en direction de publics qui étaient aussi les publics des territoires et des quartiers populaires, mais si on revient sur la question économique, on avait dégagé des budgets régulièrement, en tout cas en Ile-de-France, pour accompagner des séances justement de ce type-là. Voilà, c'était vraiment un parti pris aussi pour répondre aux questions aussi de
de séances qui échappaient justement aux séances de sortie des films, de promotion des films, etc. Et qui justement pouvaient intervenir très en décalé dans le temps. Voilà, c'était juste pour préciser ça et pour me dire voilà, qu'à un moment donné, est-ce que aussi cette information-là, elle est bien passée auprès des salles. Peut-être qu'on peut tenter un résumé de cette heure et demie auprès du monsieur qui vient d'arriver. Je sais. Alors, qui... Alors voilà, on nous attend. Donc, voilà, on nous attend. c'est Merci très bien. beaucoup. Merci à vous d'être intervenants. intervenus. Merci.